Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, je le rappelle, veut tout simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes. Parmi ces droits, il y a celui de la liberté de circuler dans l'espace public en toute sécurité. Pourquoi l'espace public n'appartient pas aux femmes? Pourquoi l'aménagement urbain en général est conçu pour les hommes? Ce soir, nous allons parler d'histoire et de littérature, d'architecture, d'urbanisme et du rôle que devraient jouer l'architecture et l'urbanisme pour un espace public moins hostile aux femmes et aux filles. Je reçois pour en parler Rachid Boufous, architecte urbaniste, auteur d'un premier roman, Les Chroniques du Détroit aux éditions Le Fennec. Rachid Boufous, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, parlez-moi un petit peu de votre parcours. Vous êtes avant tout un architecte et un urbaniste. Que vient faire l'écriture dans ce domaine? Écoutez, je suis effectivement architecte urbaniste, diplômé de l'École spéciale d'architecture de Paris depuis une trentaine d'années. Donc, j'exerce mon activité un peu partout au Maroc. Je suis installé à Rabat. Et dans l'architecture, en général, à la base, on raconte une histoire dans un projet architectural. Donc, pour défendre un projet, il faut l'écrire, il faut le décrire aussi. Et donc, on est amené à écrire beaucoup de choses, beaucoup de pages pour défendre son projet. Donc, c'est pas très, très loin de l'architecture, l'écriture. Et puis, c'est une passion qui est née chez moi quand j'étais très petit, à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à lire. Et puis, je commençais un petit peu à griffonner à gauche, à droite, des petites histoires, des petites choses. Et puis plus tard, bon, c'est devenu en quelque sorte une extension de mon activité. Et puis voilà qui a abouti vers ce premier roman, qu'on dirait un peu historique, sur la ville de Tanger. Et voilà. Donc, mais vous avez commencé essentiellement sur les réseaux. Vous êtes quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Tout à fait. J'ai commencé à écrire des histoires sur l'histoire du Maroc. J'appelais ça les histoires de Rachid. Vous êtes passionné par l'histoire. Oui, j'adore l'histoire. Je lis l'histoire depuis ma tendre enfance. Et je crois que l'histoire, maintenant que je suis architecte, est totalement liée à mon métier d'ailleurs, parce que en général, dans l'architecture, on étudie l'histoire des villes, l'histoire des médinas, et ce qui fait que notre travail est lié à la civilisation humaine. On doit étudier l'existence que nous ont laissé nos ancêtres pour qu'on puisse s'en imprégner et puis pouvoir bâtir le futur, écrire le futur des gens, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les urbanistes sont les gens qui écrivent l'histoire future des gens. On dessine là où les gens vont vivre. Un urbaniste, alors architecte, urbaniste, c'est quoi exactement? On est architecte de formation, mais on devient urbaniste avec l'expérience. Donc il n'y a pas vraiment de diplôme d'urbanisme. Il y a des diplômes un peu partout, mais en architecture, on devient urbaniste quand on a fait un certain nombre de projets urbains, de quartiers, de choses comme ça, de plans d'aménagement, de schémas directeurs. C'est ce qu'on appelle la politique de la ville, non? On dessine, en fait, la politique de la ville, c'est beaucoup plus, autre chose, c'est beaucoup plus de la stratégie urbaine. Non, l'urbanisme, les plans d'aménagement et le schéma directeur sont beaucoup plus des projections, des programmations de ce que peut être le futur des gens dans un milieu où ils coexistent. Il faut savoir que les villes ont à peu près 8000 ans. Elles ont commencé dans le bassin de la mer Noire, aux alentours de la Roumanie, de la Moldavie, etc. Puis petit à petit, les gens se sont, à partir de cette époque, essayé de se retrouver pour échanger, pour commercer. Et c'est comme ça que la cité est née. Donc, on a des déclinaisons à Babylone, à Our, en Égypte et aussi en Grèce. Donc, on va inventer un certain nombre de concepts d'agora, de cité, etc. Et puis, petit à petit, les êtres humains vont se retrouver dans ce système qui va rester jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous assistons à des évolutions extraordinaires. Vous imaginez le dernier projet qui va être lancé en Arabie Saoudite, où la ville n'est plus... elle a toujours été circulaire, hein, la ville en général. Maintenant, elle va être linéaire. On ne sait pas ce que ça va donner de pouvoir faire vivre les gens dans autre chose que dans une agora. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les êtres humains aiment se rencontrer, aiment échanger, donc dans une assemblée, dans une agora. Donc tous les systèmes qui ont découlé, politiques, etc., sont nés de la ville. Dans cette agora. Tout à fait. Alors, vous avez publié donc votre premier roman,
donc, que je montre à l'écran, Les Chroniques du Détroit. Donc le voilà, qui a été publié aux éditions Le Fennec. Alors les faits se déroulent la première moitié du XXe siècle, donc à Tanger, une période de l'histoire que vous avez choisi de raconter, qui mélange entre faits historiques, fiction, à travers des personnages très attachants, très énigmatiques, très colorés, de différentes nationalités. On croise des Russes, des Chinois, des Espagnols, des Portugais. Donc Tanger a été une ville de brassage culturel où toutes les nationalités se sont retrouvées. Et donc on sent en fait à travers votre roman que j'ai lu, bien évidemment, que en fait c'est quelque part c'est Tanger qui est votre personnage principal et que vous vouez un amour assez fort à cette ville. Alors pourquoi avoir choisi Tanger? Pourquoi avoir raconté cette histoire et vous dites que l'histoire c'est important et c'est important de la préserver. Bah, écoutez, moi j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup aussi l'histoire des villes et des villes marocaines. Donc il s'est trouvé qu'à un moment de ma vie, j'ai été amené à travailler à Tanger. Donc, et puis je me suis baladé beaucoup dans cette ville. Hein. Je marche beaucoup dans les villes. Et puis Tanger a une aura, a une âme. Et puis j'ai commencé à lire sur cette histoire de tangéroise et j'ai découvert que c'était la ville la moins marocaine du Maroc, si je puis dire, la plus cosmopolite du Maroc. Comme vous le savez, elle a été internationale entre 1923 et 1956. Elle a été anglaise entre 1660 et 1684. Donc, j'ai voulu raconter l'histoire de ces Européens qui sont venus à un moment au Maroc pour quelques jours ou quelques semaines et qui sont restés toute leur vie dans ce pays. Et puis l'histoire aussi d'autres Européens qui sont rentrés au service des sultans du Maroc, notamment de Moulay Hassan Ier, de Moulay Abdelaziz. Et ce sont des gens qui ont ramené dans leur sillage toute une communauté étrangère qui a fait les beaux jours du Tanger international. Tanger aussi est connu pour beaucoup, pour des écrivains célèbres, notamment Paul Bowles, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres écrivains qui sont venus vivre à Tanger, notamment Jean Genet, notamment Tennessee Williams, notamment Truman Capote, notamment William Burroughs. Et beaucoup plus tard, cela a donné une effervescence artistique, littéraire, qui a aussi donné de grands écrivains marocains, notamment Mohamed Choukri, notamment Mohamed El-Mrabt, etc. Et je voulais raconter un peu cette histoire fabuleuse du début du XXe siècle où le Maroc était sous l'emprise des convoitises internationales. Tout le monde voulait dépecer. Je voulais raconter un peu cette histoire d'hommes et de femmes. Vous trouvez qu'elle n'est pas suffisamment enseignée, cette histoire ? Elle n'est pas du tout enseignée. Il y a une histoire officielle racontée selon un canevas bien précis. On raconte que le Maroc est un pays... En fait, on raconte que l'histoire du Maroc a commencé avec l'arrivée de l'islam, or que nous sommes un pays où existent des monarchies depuis l'époque de Jules César, bien avant. Et nous sommes d'ailleurs sous le même système monarchique depuis Jules César jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quelles que soient les dynasties, les 8 dynasties qui ont gouverné le Maroc sont toutes des monarchies. Et pourquoi c'est important justement de connaître son histoire ? Parce que l'histoire fait partie intégrante de notre identité, c'est notre ADN. C'est-à-dire, si nous voulons aller vers le futur, bâtir un futur, il faut qu'on connaisse d'abord notre histoire. Et notre histoire est fabuleuse. Notre histoire doit être écrite. Le récit national du Maroc doit être écrit sans cacher quoi que ce soit. Ça doit être sincère. L'histoire doit être écrite totalement, en toute franchise, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses événements heureux et ses événements malheureux. L'essentiel, encore une fois, les gens doivent faire par eux-mêmes la part des choses, à travers leur libre arbitre, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent tirer de cette histoire, mais il faut qu'elle leur soit enseignée entièrement. Et pourquoi, alors vous qui aimez, vous êtes passionné d'histoire, vous n'êtes pas un historien, ça, oui, vous le précisez, mais vous êtes un passionné d'histoire, mais pourquoi les grandes absentes de l'histoire, hein, y compris officielle, et l'histoire et les récits, pourquoi les femmes sont absentes de cette histoire? Est-ce qu'elles n'ont pas façonné cette histoire? Est-ce qu'elles n'ont pas participé à l'histoire du Maroc? Nous avons eu de grandes dames qui ont fait l'histoire du Maroc. Nous avons la grande reine Ouattacide Aïcha al-Hurra,
Nous avons aussi la mère de Moulay Ismail, Khnata Bint Bekkar, hein, qui recevait les délégations, etc., d'ambassades étrangères. Nous avons énormément de femmes qui ont traversé l'histoire. Nous avons Zainab, Nafzaouia, la femme de Youssef Ben Tachfine. Et nous avons plein de femmes, bien sûr, dans un système musulman, etc. Elles étaient beaucoup plus confinées dans les harems, etc. Mais n'empêche que les écrits historiques nous ont fait parvenir leur influence, leur façon aussi d'intervenir sur les événements à travers l'histoire. Bien sûr qu'elles ont toute leur place. D'ailleurs, c'est la femme qui tient le ménage dans la famille marocaine. C'est elle le vrai maître de... On dit aussi qu'elles sont les gardiennes des traditions. Bien sûr, parce que ce sont les femmes qui nous ont transmis, les mères, qui nous ont transmis toute notre identité, les valeurs donc, que connaissent les Marocains qu'ils possèdent, ce sont leurs mères qui les ont transmises. Et en plus de ça, nous sommes une nation, une civilisation de l'oralité. Donc ce sont les femmes qui racontent les contes, qui racontent les histoires des grands-mères, des arrière-grands-mères, etc. Et puis qui transmettent les valeurs ancestrales, pas simplement dans comment se comporter en société, mais aussi les valeurs humaines et aussi les valeurs religieuses. Il faut savoir que les mères, toutes les mères à l'ancienne, même aujourd'hui, sont souvent des croyantes, très pratiquantes, donc elles transmettent aussi la religion à leurs filles, à leurs garçons. C'est l'école de la vie. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, avec la modernité, on a beaucoup plus de difficultés justement dans cette transmission, mais n'empêche que c'est cela qu'il faut replacer. Mais moi, j'ai l'impression, justement, en vous lisant, Rachid, que vous êtes un peu contre la modernité, ou je me trompe? Parce que vous dites, oui, il faut préserver notre identité, il faut que nos valeurs restent, nos valeurs se perdent. Est-ce que ce n'est pas un discours contradictoire avec la modernité? Ou est-ce que vous entendez la modernité comme quelque chose qu'on importe de l'Occident, qu'on essaye de plaquer? C'est quoi pour vous la modernité? J'ai une lecture très simple de la modernité. La modernité nous permet d'accéder au savoir, à la connaissance, à la civilisation humaine, à la modernité dans tous ses aspects aujourd'hui technologiques, de savoir, etc. Mais je pense qu'elle doit rester dans la forme. Notre fond doit être totalement imprégné de notre identité parce que c'est notre ADN. Nous ne devons pas oublier que nous sommes marocains avant toute chose. Nous sommes aussi musulmans, nous pouvons aussi être juifs dans ce pays aussi. Nous sommes aussi arabes, mais nous sommes aussi berbères, nous sommes amazirs, nous sommes plein sahraouis aussi. Donc, et cette multitude de civilisations et de façons d'être doit rester au fond de nous, doit être enseignée, doit être pérennisée, doit être sauvegardée pour pouvoir la transmettre aux générations futures, tout aussi bien ces traditions et ses valeurs. Et le Maroc est aussi riche aussi en termes de valeurs, en termes de traditions. Et on doit absolument non seulement les préserver, mais aussi les transmettre aux générations futures. Mais les traditions, vous êtes d'accord avec moi, ont été elles-mêmes une modernité à un moment de l'histoire. Bien sûr. Bien sûr. Ça suppose qu'il y ait toujours l'innovation, la créativité, oser, peut-être ne pas être justement populaire, entre guillemets. Nous sommes dans un pays qui possède peut-être le rite musulman le plus rigoriste. Le malikisme est un rite qui est très rigoriste. Mais n'empêche que nous avons toujours été tolérants dans ce pays, à travers les âges. C'est-à-dire nous n'avons jamais été dans les extrêmes. Même l'application de la charia, etc., a des limites. Oui. Au Maroc, on ne coupe pas les mains aux voleurs, etc., on ne coupe pas les têtes. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais cessé, depuis la création de la Qarawiyyin en 840, d'étudier la religion, de s'adapter à la réalité. Parce qu'encore une fois, le Maroc est le Maroc est un pays qui a vu passer diverses religions, diverses races, divers peuples. Et ce qui fait que nous avons pu fabriquer une nation multicolore, une nation avec des civilisations multiples. Donc c'est une vraie richesse, en fait. Bien sûr, c'est une richesse extraordinaire. Il suffit juste de sortir des grandes villes. On fait 200 km, 250 km, on rencontre d'autres parlers, on rencontre d'autres civilisations, d'autres façons de s'habiller, d'autres façons de se parler. Et ça, vous le voyez partout au Maroc.
Il y a plus de 1500 communes au Maroc. Il y a peut-être 4000 ou 5000 façons d'être et de tribus et de parler au Maroc. Et donc, tout ça, c'est une richesse formidable qu'il faut non seulement préserver, mais aussi transmettre à travers l'école, transmettre à travers l'université, à travers les écoles d'architecture. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les écoles d'architecture n'enseignent pas le patrimoine. C'est quand même malheureux. Alors que nous avons un patrimoine merveilleux. Nous avons inventé le plus grand système urbain démocratique qui est la Médina. Dans la Médina, vous pouvez vous balader, vous ne savez pas, toutes les portes se ressemblent, vous ne savez pas où habite le riche, où habite le pauvre. La richesse, elle est à l'intérieur, derrière le mur. Et puis, il y a une organisation fabuleuse des métiers par quartier, etc. Et ces médinas sont toujours vivantes. C'est aussi la particularité du Maroc. Et c'est pour cela que les gens viennent au Maroc. Ils ne viennent pas pour ses plages, ils ne viennent pas pour son soleil, parce que les plages et le soleil, il y en a dans le monde entier. Par contre, ils viennent pour l'être humain archéologique qui n'existe qu'au Maroc. Dans cette médina, où depuis 1000 ans, vous avez le même dinandier, le même ferronnier, le même couturier qui travaille de la même façon depuis 1000 ans. Il est toujours là. Les médinas marocaines sont vivantes, alors que les médinas qui existaient en Andalousie, que vous prenez Séville, que vous prenez Cordoue, que vous preniez Grenade, elles sont fermées, c'est des médinas touristiques où habitent des bobos, comme on dit entre parenthèses, mais elles sont fermées le soir. Or, les médinas marocaines sont vivantes, sont extraordinaires. Tout à fait. Voilà. Aux villes d'aujourd'hui, et comme je le disais un petit peu dans mon introduction, c'est qu'aujourd'hui, on constate quand même que les villes sont souvent insécures, en particulier pour les femmes. Alors vous, et je m'adresse à l'architecte et à l'urbaniste, comment on peut imaginer une ville qui soit sécurisante pour les femmes, pour les jeunes filles, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sort, on est indépendant, on va à l'école, on va au travail, on ne prend pas forcément sa voiture, on a envie que l'espace public nous appartienne, qu'on puisse marcher en paix dans nos villes. Quel est votre avis là-dessus ? Vous avez tout à fait raison sur ces problématiques qui sont récurrentes, auxquelles on ne trouve pas encore de solution. On réfléchit en tant qu'urbaniste sur ces problématiques de l'espace public qui doit être effectivement partagé, qui doit être sécurisé. Ça, c'est l'affaire des politiciens, c'est l'affaire de l'État. C'est pas l'affaire de... Bien sûr, c'est l'affaire aussi du citoyen, mais encore une fois, toujours est-il qu'il faut aussi commencer à l'école, le respect d'autrui, le respect l'enseignement des notions de citoyenneté doivent commencer à l'école. La famille aussi doit prendre le relais, parce qu'encore une fois, c'est elle qui donne l'éducation, c'est pas l'école. L'école donne le savoir, mais l'éducation, ce sont les mamans, ce sont les papas qui la donnent. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire. Bien sûr, cela a une incidence sur l'espace urbain. Dès que les gens sortent, quittent le seuil de leur maison, vous avez beaucoup de pratiques. C'est-à-dire ils peuvent avoir un chez-soi qui est très propre, mais aussi ils n'hésitent pas à jeter les ordures n'importe comment devant chez eux. Donc il y a un problème de... cette notion d'espace qui ne nous appartient pas finalement. Voilà, donc l'espace public doit être un espace partagé, c'est un espace qui doit être en copropriété à l'ensemble des Marocains. On doit le protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des femmes actives au Maroc marchent à pied. Donc ce sont des piétonnes. Donc ce sont les femmes sont les plus vulnérables dans l'espace public parce qu'ils subissent beaucoup de harcèlement. Il faut pas le nier. Ce n'est pas propre au Maroc. C'est un peu, on le voit dans tous les pays arabes, etc. Même à l'étranger et tout. Donc ce qui fait que la force publique doit pouvoir agir. Elle n'est pas tout le temps. On ne va pas mettre des policiers derrière chaque personne. Mais peut-être un éclairage, non? Oui, bien sûr, l'éclairage des chaussées et des espaces publics est très important. Il y a aussi un travail de dessin de la rue qui doit être fait par les architectes, parce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à vous balader correctement sur des trottoirs? Ils sont mal faits, ils sont tout le temps cabossés, il y a des hauts, des bas, on n'arrive pas à dessiner le rapport entre le trottoir et le seuil des immeubles, etc. Ce qui fait qu'il y a un travail de dessin. Le piéton n'est pas du tout valorisé, on va dire. Tout à fait, parce qu'encore une fois, on est sorti d'un modèle urbain où tout était piéton, ça veut dire la Médina. On est passé en 60 ans vers la ville moderne où tout est voiture. Donc au bout d'un moment, il faut trouver un compromis. La transition a été mal gérée. Elle a été mal gérée, elle a été malheureuse, elle n'a pas été faite du tout, elle a été
terriblement. Elle est arrivée d'une façon assez soudaine. On n'a pas su la gérer, on n'a pas su la dessiner. Heureusement, depuis quelques années, les pouvoirs publics commencent à redonner leur chance aux architectes, aux urbanistes. Avant, c'était les ingénieurs qui dessinaient les villes marocaines, alors que le dessin, il appartient aux architectes. Et c'est pour ça que j'appelle encore une fois les pouvoirs publics à donner plus de possibilités aux architectes et aux urbanistes de dessiner les villes parce qu'ils savent. Donc effectivement, l'espace public est assez hostile, mais il y a aussi des lois qui sont hostiles. Sûr. Parce que quand vous vous faites harceler et que vous avez à côté une loi qui vous protège, c'est déjà mieux. Sa Majesté Mohamed VI a prononcé un discours historique le 30 juillet dernier, où il a parlé de la nécessaire refonte du Code de la famille et de certains articles qui sont aujourd'hui inapplicables. Quel est votre avis là-dessus et quelles sont les inégalités qui vous paraissent les plus criantes aujourd'hui pour les femmes marocaines? Nous avons fait un grand pas il y a une vingtaine d'années grâce justement à Sa Majesté le Roi avec la réforme de la Moudawana, le Code de la famille, le statut personnel au Maroc. Bien sûr qu'il y a des difficultés à mettre en place, c'est-à-dire que les lois deviennent actives, etc. Parce qu'il y a beaucoup de résistance aussi. Il ne faut pas oublier que ces dernières années, beaucoup de gens, la mouvance islamiste, etc., s'est levée contre ce qu'ils appelaient en quelque sorte la modernité à outrance de la façon d'être dans la société marocaine. Non, il faut arrêter avec cela. Il y a un travail qui a été fait. Il y a encore des injustices, malheureusement. Alors lesquelles, selon vous, qui devraient maintenant arrêter enfin... Je vais me faire encore des ennemis, mais bon, il y a des problèmes liés à l'héritage, par exemple. Il faut qu'il y ait une réforme religieuse sur ces questions de réforme d'héritage aux femmes. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer encore que des femmes ne peuvent pas hériter de la même façon que les hommes. On ferait cette réforme, on ne va pas pour autant créer des problèmes avec la religion, bien au contraire. Il faut la rendre aussi. Notre religion, heureusement, elle est très moderne. Mais bon, parfois, elle est dévoyée par certains. Il faut l'interpréter aussi dans ce sens-là. Il y a aussi des questions par rapport aux libertés individuelles. Oui. Moi, je l'ai souvent dit, quand deux adultes consentants sont ensemble, l'État, la loi n'a rien à faire dans leurs affaires personnelles. On doit les laisser tranquilles. On a ce problème des filles célibataires. Comment on doit faire? On doit gérer... Les mères célibataires, vous voulez dire? Pardon, les mères célibataires. Comment on doit gérer aussi ces problèmes d'avortement qui sont de vrais problèmes. Puis l'égalité dans le travail aussi. Quand on remarque qu'il y a une forte inégalité dans le travail, dans les rémunérations, malgré tout ce que dit le Code du travail, etc. Il y a quand même, en matière de rémunération, les hommes sont plus rémunérés dans beaucoup de domaines que les femmes. Donc il y a pas mal Donc il y a un énorme chantier encore il y a énormément de chantiers pour permettre une égalité entre les deux sexes, que j'appelle de mes voeux, parce qu'encore une fois, la femme au XXIe siècle, au Maroc, elle travaille, elle est indépendante. Il faut qu'elle puisse être aussi chef de famille. Aujourd'hui, la loi ne lui permet pas d'être tutrice de ses enfants en cas de divorce. Et le problème aussi des femmes, quand elles divorcent avec des enfants et qui sont en bas âge, si elles décident de refaire sa vie, on lui prend ses enfants. Vous imaginez quelle injustice. Elle fait un choix, en fait, entre sa maternité et sa féminité. Et c'est la loi qui décide pour quelque chose qui doit être naturel, qui doit rester. L'éducation des enfants jusqu'à l'âge adulte doit rester quelque chose qui doit être dévolu aux femmes, aux mères. Donc, on doit lui laisser cette possibilité de garder. Oui, mais qui transmet l'éducation? C'est la femme. Moi, je dirais un peu les deux aujourd'hui, non? On est parents, en fait. Hein. On n'est pas dans une société totalement occidentale dans la pratique. Encore une fois, c'est souvent les femmes, dans 99% des cas, qui s'occupent des enfants, de leurs études, de leur sport, de leur musique,
les parents sont là pour allonger le chéquier, pour allonger la carte de crédit. C'est très patriarcal encore. Oui, nous sommes une société patriarcale où la femme, encore une fois, est considérée comme mineure. Je pense qu'il faut qu'elle accède à un stade de majorité. Elle est vaccinée maintenant. Oui, triplement même, avec Covid. Je pense que c'est ça le travail que nous devons faire dans les 20 ou 30 prochaines années, et pour qu'on ait une société égalitaire. Parce qu'encore une fois, les problèmes, ce n'est pas simplement dans les villes, c'est surtout dans les campagnes. On le voit aussi avec le mariage des mineurs. Aujourd'hui, même s'il est interdit par la loi, on permet aux juges d'avoir des dérogations sur l'âge et en écoutant plus ou moins les coutumes locales, etc. Non. L'exception est devenue la règle. Parce qu'encore une fois, je le dis franchement, une mineure ne doit pas être mariée. Tout à fait. Donc voilà. Alors, Rachid une question Boufouz, de protection de l'enfance. Je vous pose ma dernière question, puisque l'heure tourne, et c'est une question que je pose à tous mes invités. Donc l'émission s'appelle Horat, ça veut dire la liberté. Qu'est-ce que pour vous la liberté? Écoutez, la liberté est la valeur la plus cardinale, la première valeur cardinale dans une société. C'est grâce à la liberté que les civilisations se créent et prospèrent. Vous imaginez, les États-Unis, c'est un pays qui s'est créé à partir de la notion de la liberté, le choix. Pouvoir avoir un colt, mais aussi pouvoir aller habiter dans les plaines, créer sans entrave sa propre richesse. Plus une société est entravée, moins elle se développe. Et je pense qu'au Maroc, c'est cette liberté qui a été permise aux gens à travers les siècles, qui a permis justement à ce qu'on ait cette civilisation marocaine. D'ailleurs, le mot Al-Amazir, ça veut dire homme libre. Donc, pour vous dire à quel point la liberté est ancrée dans notre Donc la liberté, finalement, c'est la liberté de créer aussi, d'avancer. De tout. La liberté de vivre comme on le sent, du moment qu'on ne touche pas aux libertés d'autrui, qu'on ne contrevient pas à la loi, je pense qu'on doit laisser les gens dans cette liberté faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent. Merci beaucoup Rachid Boufouz pour ces beaux mots. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Horat. Je rappelle que donc, vous êtes architecte, urbaniste et auteur d'un premier roman. J'espère qu'il y en aura d'autres et on pourra vous inviter une autre fois. Donc, je remonte votre livre à l'écran, donc les Chroniques du Détroit, donc aux éditions Le Fennec. Deuxième édition déjà. Donc, c'est un roman, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui est paru en 2021 et on lui souhaite une bonne vie, une bonne continuation. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.